Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette nouvelle rencontre de la Bibliothèque Gulbenkian, ici à la Fondation Maison Sciences de l'Homme, que nous remercions pour son accueil, son soutien, son appui constant aux événements de notre bibliothèque. Nous avons le plaisir d'accueillir en cette fin d'après-midi et de semaine Marc Terris pour la présentation de son dernier livre Variations sur le Portugal, paru aux éditions Cosmopole, que nous saluons chaleureusement. Pour accompagner Marc Terris dans cette présentation, le journaliste Carlos Pereira, qui a accepté cette invitation. Un grand merci à tous les deux. Nous vous rappelons qu'à la fin de la présentation, il y aura un temps pour des questions. Et je passe aux présentations. Donc, Marc Terris est muséologue, historien et chercheur associé au CNRS. Il a notamment publié Lisbonne dans la ville musulmane aux éditions Chandaigne en 2019. Quant à Carlos Pereira, est directeur du Luso Journal. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Donc, il travaille sur la chaîne publique RTP, réalisateur de documentaires. Il a reçu du président de la République portugaise les insignes de l'Ordre national du mérite. Une fois de plus, merci à tous les deux, à vous tous, pour ce voyage au Portugal. Merci beaucoup. Je voulais avant tout remercier Marc de m'avoir invité à présenter ce livre. Remercier la Gulbenkian évidemment d'avoir accepté et d'avoir organisé cette présentation. Nous, on est là pour présenter Variations sur le Portugal. Je vous dis ça parce que vous pouvez être distrait ou alors vous pensez qu'on présente un autre livre de Marc. Alors, c'est son deuxième livre sur le Portugal. Il a déjà écrit un autre, c'est Lisbonne, dans la ville musulmane. C'est Variations sur le Portugal et c'est un très grand honneur de pouvoir présenter. Alors, j'ai une tâche assez facile, c'est que je vais poser des questions et l'important c'est la réponse de l'auteur et pas la question de ma question à moi. Je voulais juste attirer votre attention sur un ou deux points avant de lui poser la première question. D'abord, je voulais faire des mises en garde. Si vous êtes allé au Portugal, si vous revenez et si vous achetez ces livres, il faut que vous le lisez assez calmement. Vous pouvez rentrer en dépression après d'avoir passé à côté des choses que le livre vous dit et que vous n'avez pas vues. Surtout ceux qui partent, qui font la bronzette la journée et le tour des bars de Lisbonne le soir. S'ils lisent le livre, ils vont certainement avoir besoin d'un petit peu de temps de décompression, sinon ils vont vraiment vouloir y aller tout de suite. La deuxième mise en garde, c'est si vous achetez ces livres, il est à vente à 18 €, je crois, mais prévoyez un budget à côté pour faire un voyage après, parce que vous y apprenez beaucoup de choses. Alors même moi, je suis portugais, j'y vais régulièrement, je garde un lien avec le Portugal, mais j'ai appris aussi énormément de choses avec le livre. Et parfois, je revenais en arrière pour dire est-ce que j'ai bien lu, est-ce que voilà, j'avais bien lu, j'ai appris des choses. Alors, c'est quoi ce livre en fait? Est-ce que c'est un guide de tourisme du Portugal? Non, pas vraiment, mais c'est un carnet de voyage. L'auteur nous donne la main dès le départ et il nous dit suivez-moi et on va faire un petit voyage vers le Portugal. Il nous amène évidemment à Lisbonne, à Porto, à Coimbra, à Évora, des grandes villes. Après, vous allez m'expliquer pourquoi pas les autres villes, mais bon, il y a déjà ces 4 villes. Il nous amène aussi à Algarve, à Alentejo, ou à Minho, ou à Madeira. Il fait un petit tour et avec ce petit voyage, un grand voyage, on arrive à comprendre le Portugal. Alors, dans les guides de tourisme, en général, on découvre un pays, des photos, des monuments, etc. Ici, avec ce que vous avez écrit, et très bien écrit, enfin c'est très bien écrit ce livre, a une écriture fluide, légère, mais pas négative. Être légère, ça survole un tas de choses. Et ça nous amène à plonger dans le Portugal et à le comprendre. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est de découvrir un pays en le comprenant. Vous l'avez compris,
vous avez fait un livre assez complet, même si je crois, j'ai réservé plein de choses où j'ai dit il faut que j'aille approfondir un petit peu plus ça. Et ça, c'est aussi un point positif du livre. Il nous ouvre la voie à d'autres choses. Alors, si vous avez acheté ce livre, n'achetez pas d'autres là tout de suite, puisque vous allez être inspiré et aller découvrir d'autres choses suite à cette lecture. Voilà, alors j'ai beaucoup aimé, comme j'ai aimé, c'est vraiment un plaisir de venir vous poser des questions maintenant. On s'est déjà rencontrés un petit moment, donc on sait déjà une ou deux questions, on le sait déjà. Mais voilà, la première, c'est vous êtes muséologue, on l'a entendu, une formation en histoire, vous avez été prof d'histoire géo, mais vous n'avez pas de lien apparent avec le Portugal. Alors pourquoi le Portugal? C'est déjà le deuxième livre. Enfin, si c'était le premier, on pourrait dire, bon, il découvre, etc. Mais là, c'est déjà le deuxième livre. Pourquoi le Portugal? Et comment vous avez plongé dans ce monde portugais? Alors, je vais raconter un peu mon cheminement qui m'a conduit à aller jusqu'au Portugal. Alors, comme je suis muséologue, à la base, j'ai travaillé sur les musées et je m'étais intéressé au musée du sud de la France qui évoquait la présence arabo-berbère médiévale. Et à partir de là, je me suis intéressé à la péninsule ibérique, à la Catalogne, qui était la première province proche de l'Occitanie, on va dire. Et ensuite, je suis un petit peu glissé vers la Castille. Il y avait beaucoup de monde qui s'intéressait à la Castille. Et sur le Portugal islamique, il y a eu Cláudio Torres, mais il n'y avait pas grand monde qui a travaillé là-dessus. Donc ça a été ma porte d'entrée, en fait, sur le Portugal islamique. Et j'avais lu, pendant cette période où je m'intéressais au Portugal islamique, le livre de Jean-Yves Loud, que vous connaissez peut-être, qui est anthropologue à Lyon, Lisbonne dans la ville noire. Et je me suis dit, cette façon d'écrire, ce côté écrivain-voyageur qu'a Jean-Yves, j'aimerais bien le reproduire, mais pour une Lisbonne dans la ville musulmane. Et donc j'ai arpenté Lisbonne à travers cette histoire islamique, on va dire, sur le temps long, depuis la présence arabo-berbère jusqu'au XXIe siècle, puisque le livre a été publié en 2019. Et au-delà de la présence islamique, je suis tombé amoureux de Lisbonne et de cette ville et de la culture lusophone au sens large. Et si vous lisez Lisbonne dans la ville musulmane, vous verrez d'ailleurs qu'il y a de nombreuses ouvertures vers la culture lusophone dans son ensemble, je dirais, et vers Lisbonne, la littérature notamment, la littérature portugaise. Les poètes portugais m'ont fasciné. Et je me suis dit par la suite, il faut que tu fasses quelque chose sur le Portugal, il faut que tu découvres le Portugal plus en profondeur, cette terre finalement métissée, c'est un peu aussi le message du livre, c'est le Portugal à travers l'histoire des Juifs, à travers l'histoire des musulmans, à travers son rapport avec l'Afrique, à travers l'expansion et les côtés positifs et négatifs, tout ce que ça a apporté au Portugal, il y a aussi ça qui transpire dans le livre. Donc j'ai voulu montrer ça à travers ce livre qui effectivement, comme l'a dit Carlos, c'est une balade à travers le Portugal, une balade personnelle, un sentiment personnel, un voyage personnel, voyage à travers les lieux, mais aussi à travers les mentalités, l'âme portugaise, la gentillesse portugaise, la politique portugaise aujourd'hui. Voilà, on aborde différents thèmes. Et je commence aussi, le premier chapitre, c'est la rencontre du Portugal en Île-de-France, puisque j'habite en Île-de-France, ça aurait pu être en France. Je parle un peu plus largement des franco-portugais, des luso-descendants en France, mais je parle particulièrement de l'Île-de-France, parce qu'il y a ici un Portugal qui existe et qui est très riche. Voilà. Là, vous m'avez cassé la deuxième question, puisque c'était justement ça que je voulais rebondir. Je trouve intéressant de nous amener justement à découvrir le Portugal et en commençant en France. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à commencer en France à nous parler du Portugal? Alors, ça va nous permettre de faire une petite pirouette en arrière. C'est que avant de découvrir le Portugal islamique, j'ai aussi travaillé pas mal de fois avec les franco-portugais ici en France à travers des expositions qu'on mettait en place. J'avais fondé une association qui s'appelait Le Regard de l'Autre et on avait travaillé sur des
portrait de franco-portugais en France pour montrer qu'il y avait différents types de franco-portugais, au-delà des stéréotypes, qui avaient différentes professions, etc. Et j'avais déjà des liens un peu avec cette communauté franco-portugaise en Île-de-France. Et donc à partir de là, il m'est apparu naturel, puisque je la connais, de commencer la rencontre avec le Portugal en Île-de-France, sur les bords de Seine, comme je dis. Et puis Paris et l'Île-de-France, c'est bien la troisième ville portugaise après Lisbonne et Porto, il ne faut pas l'oublier. Et il suffit de se promener dans les banlieues parisiennes, notamment dans le Val-de-Marne où j'habite, pour voir que cette présence est palpable à travers les restaurants. On entend souvent parler portugais d'ailleurs, ou un mélange de français et portugais, parce que finalement c'est une culture hybride qui naît aussi ici. C'est un peu de Portugal, mais un peu de France, avec des fois un portugais matiné de français. Donc c'était intéressant, je voulais m'intéresser à ça. Puis j'ai assisté aussi à des rencontres d'auteurs franco-portugais. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis la première immigration économique pendant la dictature, et puis d'autres qui sont venues après. Voilà, je me suis intéressé à cette littérature d'exil aussi, qui m'a conduit naturellement vers ce Portugal en France et en Île-de-France en particulier. Voilà. Donc après, vous allez au Portugal, vous nous présentez les 4 villes dont je parlais. Bon, Lisbonne, je comprends, vous avez déjà travaillé sur Lisbonne. Il y avait Porto, aussi Coimbra. J'ai d'ailleurs lu le livre et après, je suis revenu 3 pages avant chercher. Coimbra a été la capitale du Portugal pendant un petit moment où le Portugal était en train de naître, pratiquement. Et après, je reviens. Je fais le calcul et le Portugal, la ville a été la capitale du Portugal pendant un siècle, plus d'un siècle, 120 ans. Et là, tout d'un coup, je reviens, waouh, 120 ans, le Portugal a à peu près 800 ans aujourd'hui, 8 siècles. Donc, c'est quand même beaucoup. Après, Ève, je comprends ce lien avec la culture musulmane, la présence musulmane. Entre ces 4 villes, votre cœur balance ou il y en a une que... Alors, il y en a une, et je pense que ça se ressent dans le livre, c'est Évora, qui emporte tous mes suffrages. Pour moi, Évora est peut-être... bon, il y a Lisbonne, bien sûr, Porto, très belle aussi, Coimbra, mais Évora, c'est peut-être la plus belle ville du Portugal pour moi. Alors ça a été aussi un peu la capitale du Portugal sous Dom Manuel. Il y avait beaucoup d'artistes, d'humanistes qui venaient. Et il y a ce côté aussi hybridation avec la culture mauresque, qu'on le voit dans l'art manuélin de l'Alentejo, qui est très particulier. Un art mudéjar en fait. Et c'est vrai que se promener dans Évora, c'est un paradis à ciel ouvert pour les amateurs de belles pierres. Puis il y a toutes les périodes. Il y a ce temple de Diane, qui n'est pas de Diane, contrairement à ce que son nom pourrait le laisser croire. Il y a également la muraille d'Évora, qui est parmi les plus belles. Donc c'était Yabura, Évora sous les Arabes. On retrouve encore quelques restes. Et puis il y a ce style mudéjar très caractéristique du sud du Portugal, qu'on va retrouver à Évora. Et puis il y a toutes les églises, la cathédrale bien sûr, l'église San Francisco. Enfin, pour moi, Évora est une des plus belles villes de la péninsule ibérique et une des plus belles du Portugal. Voilà. Dans mon fort intérieur, c'est la plus belle. Mais je ne veux pas générer des susceptibilités. Et j'aime beaucoup l'Alentejo aussi, à travers sa population. Notamment, je trouve que les gens sont gentils partout au Portugal. Mais en Alentejo, ils sont particulièrement gentils. Voilà, parce que j'ai des souvenirs aussi particuliers avec cette région. Voilà. Oui, alors la plus belle ville du Portugal, désolé, c'est Mousse, mais vous écrivez que vous avez même fait un chapitre que il y a un air de vivre, une façon de vivre portugais spécifique. Est-ce que vraiment, c'est quoi cette spécificité? Alors au Portugal, même à Lisbonne, qui est pourtant la capitale, la plus grande ville, qu'on pourrait penser, pas comme Paris, mais où les gens vont être un peu plus stressés ou autre. Alors ça serait peut-être Porto pour le coup, on pourrait dire. Mais il y a une douceur de vivre qui se dégage du Portugal, du nord au sud d'ailleurs. On sent une douceur de vivre, et je pense que les franco-portugais, c'est ce qui leur manque justement souvent quand ils sont ici en France. C'est cette douceur de vivre, cette qualité de vie qu'il y a au Portugal. Et même s'il y a parfois des difficultés économiques, voilà, c'est un rapport au temps qui est différent, une douceur de vivre. Je trouve qu'il y a aussi cette solidarité
qu'on trouve au Portugal, qui a tendance à disparaître quand même des sociétés occidentales, qui est encore présente. Et puis il y a cette gentillesse naturelle des Portugais, qui n'est pas une image d'Épinal, mais qui est bien réelle. Malgré, je dirais, les assauts parfois du tourisme de masse à Porto, Lisbonne et même au sud, où il y a quand même notamment les touristes français qui viennent en grand nombre, et, bon, avec des comportements qui ne sont pas toujours très positifs, mais néanmoins, il y a cette gentillesse gratuite des Portugais, où les gens sont gentils gratuitement, je dirais, sans attendre quelque chose en retour. Et ça, ça encore, j'étais il n'y a pas très très longtemps sur la vallée du Douro, et les gens disaient, c'était des Français, disaient, mais ils sont vraiment gentils, mais gentils profondément, sans arrière-pensée, sans un côté obséquieux. C'est de la gentillesse. Et il y a un chapitre d'ailleurs sur la gentillesse dans le livre. Voilà, donc c'est un peu cet art de vivre et aussi, je dirais, cette symbiose entre Occident, l'avantage de la liberté individuelle qu'on a dans les sociétés occidentales, mais peut-être ce côté solidaire que aujourd'hui les sociétés occidentales ont tendance à voir disparaître, qui est encore présent au Portugal. Et au niveau politique, nous avons là Madame la députée, merci d'être là, j'ai oublié de le dire au départ, mais est-ce qu'au niveau politique, on retrouve aussi cette gentillesse? C'est pareil qu'en France. Alors, les débats politiques au Portugal, pendant longtemps, étaient marqués par une grande courtoisie, je dirais, une grande courtoisie. C'était vraiment, j'étais impressionné, les gens étaient très polis, etc. Puis, il y a eu l'éruption d'un certain monsieur d'un parti qui s'appelle Chega, qui a changé la donne, où on voit des affiches. C'est un parti d'extrême droite. Voilà, le parti d'extrême droite, et où on voit des affiches à Lisbonne ou dans d'autres villes, où il dit qu'il faut éliminer des voleurs, enfin bon, des choses impensables. Voilà, il faut nettoyer, voilà, c'est ça, exactement. Il faut nettoyer. Et des choses impensables il y a quelques années au Portugal, même dans le débat politique qui était très courtois, très policé, l'irruption de ce personnage, mais ce n'est pas propre au Portugal, nous en avons ici un certain nombre aussi, malheureusement. On est peut-être plus avancé même à ce niveau-là, je ne sais pas si on peut parler d'avancé, et d'autres pays européens, l'Espagne, l'Italie, malheureusement aussi sont plus avancés encore. Donc l'éruption de ce parti d'extrême droite a vraiment changé la donne par rapport à ça. Et on sent qu'il y a un discours déjà plus dur, des débats plus durs qui sont en train de voir le jour. Bon, même si ça reste encore beaucoup moins important, ce parti d'extrême droite, qu'en France par exemple. Mais il est quand même là et malheureusement, il monte. Les idées commencent à se développer. Ouais. Nous avons un voisin très près, enfin le seul voisin portugais direct, du Portugal, un petit peu plus grand sur l'air terrestre. On dit, c'est peut-être un point négatif là, à dire à votre éditeur, il dit un petit pays, là sur la couverture, le Portugal est un des pays les plus grands au monde, je le dis ça pour qu'on le sache. Si on considère uniquement la superficie terrestre, évidemment, c'est plus petit que l'Espagne, mais un pays, ce n'est pas seulement la superficie terrestre, c'est aussi la superficie maritime. Ici, on a les deux. Le Portugal est un des plus grands pays au monde. Que ça soit dit, c'est enregistré, je pense, au moins, c'est clair. Mais nous avons donc notre voisin avec qui on partage la péninsule ibérique. Alors, au Portugal, vous avez un chapitre sur ça. Nous n'allons pas raconter l'ensemble du livre, mais il y a un chapitre sur ça. Il y a les murailles, il y a un mur à séparer, il sépare l'Espagne et le Portugal. Il y a plein de châteaux pour garder. Et au Portugal, on dit de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Est-ce qu'aujourd'hui, vu d'ici, de l'extérieur, est-ce que cette amitié, ce voisinage aujourd'hui, il est pacifique? Alors, je dirais qu'il y a la politique, les relations politiques entre le Portugal et l'Espagne avec l'Union européenne aujourd'hui sont bonnes. Je pense qu'elles n'ont jamais été aussi bonnes d'ailleurs que ces dernières années. Et puis après, il y a toujours cette frontière où il y a des stéréotypes sur les deux peuples. Moi-même, je viens de l'autre côté de la frontière du nord, entre l'Espagne et la France. Et bon, on est surtout voisins des Catalans. Nous. Et entre l'Occitanie et la Catalogne, il y a aussi des stéréotypes les uns sur les autres. Mais il n'empêche qu'on se comprend, on parle un peu la même langue. Mais
voilà, il y a toujours ces stéréotypes. Et puis, il y a Olivens qui est un peu le point d'achoppement entre l'Espagne et le Portugal. Olivens qui était une ville portugaise jusqu'à la période napoléonienne, où on va trouver un Pelourinho, enfin, donc portugais de l'époque manuéline. Hein. On va trouver aussi une cathédrale avec le style manuélin. Mais les Espagnols ont eu le malheur, je crois que c'était en 2021 ou 2022, d'élire la cathédrale d'Olivens, le plus beau monument d'Espagne. Et forcément, quand on a une cathédrale manuéline de ce type qui est très belle, ça a ému les Portugais. Donc il y a toujours ces points de bisbille, mais il y a aussi l'Eurocité, par exemple, au niveau d'Elvas, avec Badajoz. Voilà, il y a aussi des points de rencontre transfrontaliers qui font que les choses évoluent. Mais la frontière dans les têtes est toujours là. Et c'est vrai que la mentalité portugaise est quand même différente de la mentalité espagnole. Hein, voilà. Moi-même étant un voisin des Espagnols, je partage avec mes amis portugais souvent le point de vue qu'ils portent sur l'accueil des Espagnols. Voilà. Vous avez fait un chapitre sur nos amis anglais. Et je vous l'ai dit, j'étais étonné de ne pas avoir un chapitre sur nos amis français, puisque les deux alliés du Portugal depuis toujours, c'est la France et le Portugal. Certes, il y a eu des points noirs d'un côté et de l'autre. Avec la France, il y a eu les invasions napoléoniennes, les trois tentatives. Mais avec l'Angleterre aussi, il y a eu ce fameux, la carte au mapa cor-de-rose, l'ultimatum, etc. Alors pourquoi est-ce que vous trouvez que notre amitié avec la France est plus faible que celle avec l'Angleterre ? Alors, pour les amitiés luso-françaises, en fait, ça transpire un petit peu partout dans le livre. Il n'y a pas un chapitre qui lui est dédié, mais on va trouver pas mal d'évocations. Voilà, c'est un peu tout le livre, on va dire. Mais ne serait-ce que l'accueil des migrants portugais, aujourd'hui franco-portugais en France, puis d'autres relations aussi. Je parle dans les années 80 du rapprochement, aussi pendant la dictature de ce qu'a fait la France. Mais c'est vrai qu'il était important de parler des Britanniques, parce que le lectorat, et surtout francophone, ils ne connaissent pas spécialement les relations mais très proches entre le Portugal et l'Angleterre. Et parfois, ces relations proches se sont faites au détriment des relations avec la France. Parce que si vous étiez ami avec les Anglais, c'était compliqué d'être aussi ami avec les Français. Voilà. Pour une question de leadership, de primauté européenne, on va dire. Donc ces relations avec la France, elles n'ont pas toujours été très très bonnes par le passé, à l'époque de Louis XIV ou même à l'époque de François Ier. Néanmoins, c'est vrai que ces relations, on va dire, pendant la deuxième moitié du XXe siècle, se sont améliorées, beaucoup améliorées, surtout dans les années 80, avec un rapprochement entre Soares et Mitterrand. Et aujourd'hui, globalement, les relations restent bonnes grâce à l'Union européenne. Voilà. Et les relations avec l'Empire britannique, elles ont aussi beaucoup pesé dans l'histoire portugaise par rapport à l'instauration de la République, le poids des Anglais dans la région de Porto, les premières révolutions, etc. Il y avait presque un mandat britannique sur le nord du Portugal par rapport au monopole de l'exportation du Porto, du vin de Porto. Voilà. Je voulais revenir sur cette idée de la religion. C'est un thème d'actualité. Et au Portugal, vous avez un chapitre aussi sur les Juifs au Portugal, les liens avec la religion musulmane. Le Portugal est aussi un pays chrétien. Est-ce que c'est un cas spécifique, là, le Portugal, où les trois religions ont été ensemble pendant longtemps? Et est-ce que c'est vraiment particulier, cette situation? C'est particulier dans toute la péninsule ibérique, mais aussi dans d'autres endroits de la Méditerranée. Vous avez la même chose en Italie du Sud, par exemple. En Sicile, c'est très prégnant. Et je dirais que même dans toutes les grandes villes de la Méditerranée, au Moyen-Âge, un peu moins après, vous avez cette coexistence entre les trois religions. Que ce soit d'ailleurs sous domination musulmane ou sous domination catholique. Vous aviez des grandes villes comme Marseille ou Montpellier, dans le sud de la France, où il y a les trois communautés juives, musulmanes, chrétiennes qui coexistent. Et ça, on le retrouve à Barcelone, à Valence, à Lisbonne, à Palerme. C'est à partir de l'époque moderne, en fait, du XVe siècle, fin du XVe siècle, un petit peu avant d'ailleurs, même plutôt au XIVe siècle, fin du XIVe siècle,
que les royaumes chrétiens commencent à centraliser leur administration et veulent une unité de la foi, veulent avoir un royaume homogène. Donc, c'est le début des expulsions de juifs. Souvent, c'est les premiers à être expulsés, malheureusement. Hein. Et pas d'ailleurs du Portugal ni d'Espagne. C'est arrivé avant en Angleterre. C'est arrivé ensuite en Provence, par exemple, même en France, sous Philippe le Bel. Et ensuite, l'expulsion des musulmans, les conversions forcées. Ça va aussi, par exemple, en France, dans ce contexte, avec le protestantisme, hein, la traite des Noirs aussi en Europe. Tout ça crée un climat d'intolérance qui n'était pas spécialement présent au Moyen-Âge. Alors, ce n'était pas la tolérance au sens moderne on l'entend, mais il y avait une coexistence quand même relativement pacifique entre les trois religions. C'est à partir vraiment du XVe siècle que là, on commence à unifier la foi. Alors, pour revenir à votre question initiale de cette coexistence des trois religions, c'est propre en fait à la Méditerranée de l'époque, que ce soit la rive nord ou la rive sud. Et ça perdure un peu plus, d'ailleurs, là où en Europe, on commence à obliger les minorités religieuses à se convertir, ça perdure dans l'Empire ottoman ou au Maroc jusqu'à une période très récente. Je vous conseille de lire le livre, mais de lire aussi ces chapitres-là où il y a plein d'informations intéressantes sur cette présence encore aujourd'hui de ces trois religions ensemble. C'est vraiment intéressant. Là, vous me parliez de notre présence en Afrique en général, les découvertes, etc., la traite négrière, l'esclavage. Et vous terminez le chapitre en disant que là, il y a encore un travail à faire au Portugal sur cette question. De quoi il s'agit, de quoi il faut faire quoi encore aujourd'hui? Il y a un travail de mémoire sur, on va dire, l'esclavage dans tous les pays européens, pas seulement au Portugal. Alors, il est déjà entamé. Hein, il y a déjà des choses qui ont été faites au Portugal, des choses qui ont été faites en France, peut-être un peu plus en Angleterre ou aux Pays-Bas. Il y a la question du mémorial de l'esclavage à Lisbonne, qui est un peu le serpent de mer. Bon, les gens se disputent un peu pour savoir à quoi il va ressembler. Il y a un centre d'interprétation aussi à Lagos sur l'esclavage, mais sans doute au niveau des manuels scolaires, ça serait intéressant, au-delà de l'esclavage, de parler des liens du Portugal avec l'Afrique. Parce que le Portugal, c'est une terre métisse, hein, avec le Cap-Vert, l'Afrique, le Brésil qui a des liens avec le Portugal. Il y a beaucoup de métis au Portugal, beaucoup de métis avec l'Afrique. On oublie un petit peu en France, on ne sait pas trop ça. Et donc je pense qu'il y a tout un travail de mémoire à mettre en avant, hein, ce métissage pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a l'esclavage, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi des hybridations culturelles au niveau de la musique, au niveau de la langue. Si on regarde ce qui s'est fait au Brésil, par exemple, au portugais du Brésil, où il y a beaucoup de mots d'africain. Donc il y a tout, peut-être, il y a un travail universitaire qui est fait, mais il y a des choses à valoriser, à vulgariser dans les musées, dans les manuels scolaires, pour essayer de porter à connaissance ce passé qui se conjugue au présent. Vous avez écrit un chapitre sur l'art contemporain. Les musées, ils sont présents dans votre livre. Vous êtes muséologue, donc voilà. Est-ce que ça vous a surpris au point de faire un chapitre sur l'art contemporain? Est-ce que ça surprend qu'au Portugal, il y ait un art contemporain aussi évident que vous amène à écrire un chapitre sur ça? Alors, ça mérite un chapitre et ça mériterait même un livre, je dirais, sur l'art moderne et contemporain portugais. On peut parler de l'art moderne portugais aussi et de tous les artistes portugais de l'art moderne qui ne sont pas forcément connus ici en France. Alors il y a eu quelques expositions de Sousa Cardoso par exemple, hein, au Grand Palais, mais il y en a plein d'autres. Il y a Viana aussi qui est un artiste formidable, bien sûr Vieira da Silva qui est un peu parisienne, hein, puisque son atelier n'était pas très loin d'ici, dans le 14e, il était à Yèvre-le-Châtel aussi. Et puis il y a aussi des impressionnistes portugais qu'on retrouve dans les musées portugais. Je pense au musée national Soares dos Reis à Porto, qui est un très beau musée. Je pense notamment à Henrique Persão, qui est de Vila Viçosa, qui lui a plutôt travaillé en Italie, mais qui est allé en France aussi pendant longtemps. Donc il y a toute cette galaxie qui est souvent liée à la France d'ailleurs, parce que
Paris, à l'époque, était la capitale de l'art, la capitale mondiale de l'art, où il y a beaucoup d'artistes portugais qui sont venus ici, qui sont partis au Portugal. Et il y a énormément de choses à valoriser. Et puis sur l'art contemporain, effectivement, il y a des grands noms. Joana Vasconcelos, par exemple, qui est plutôt connu ici par rapport à son exposition à Versailles. Franco-portugaise aussi. Franco-portugaise aussi. Vous avez aussi, j'oublie son prénom, Rego, qui est morte l'année dernière. Paola, voilà. Paola Rego, qui est morte l'année dernière. Je faisais une croisière justement sur le Douro. Et une petite anecdote, une personne m'a dit elle est morte aujourd'hui. Ah bon, parce que je n'avais pas donné sa date de décès. Donc voilà, il y a aussi toute cette galaxie de l'art contemporain. Puis il y a des jeunes créateurs qui sont moins connus. Il y a des musées d'art contemporain aussi. Je pense à celui d'Elvas, qui est très beau, hein, en Alentejo. Bien sûr, il y a ceux de Lisbonne et de Porto, hein, la Fondation Serralves, par exemple, qui est un lieu magnifique que j'aime beaucoup. Hein, mais voilà, il y a cette création contemporaine qui existe, ce renouveau de l'azulejo, par exemple, qui est quelque chose de très intéressant au Portugal. Le Portugal est un pays très créatif sur le plan de l'art contemporain, sur le plan de la littérature, de la poésie aussi. Hein. On a un pays de poètes, peut-être le pays où il y a le plus de poètes au monde, avec l'Iran, sans doute, où les gens vont se lancer dans la poésie, quelle que soit leur formation initiale, où il n'y a pas un élitisme qu'on va retrouver ici en France. Donc voilà, j'ai aussi essayé de montrer cet aspect des choses, ce Portugal contemporain très créatif, où il y a beaucoup de choses qui se font dans les grandes villes, mais même dans des villes plus petites et plus modestes. Je vais vous passer la parole, mais une dernière question sur pourquoi le Portugal est méconnu, est aussi méconnu en France ou ailleurs. Alors, je pense qu'au niveau de la France, moi, quand j'étais petit, par exemple, mon oreille était habituée à entendre de l'espagnol ou de l'italien, ou même de l'anglais, forcément. Mais on n'a pas spécialement, ici en France, l'oreille habituée à entendre du portugais. Et c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, déjà au niveau de l'éducation nationale, parce que je trouve que le portugais n'est pas assez enseigné. C'est quand même une langue mondiale, et il y a le Brésil, tous les pays lusophones en Afrique, le Portugal, les franco-portugais. Donc là-dessus, il y a un gros travail à faire. Il y a des médias comme vous qui donc nous permettent d'écouter le portugais, d'entendre un portugais. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail au niveau gouvernemental français de faire un rapprochement avec la culture portugaise. Un peu ce qui a été fait avec l'Allemagne, par exemple. Bon, l'allemand dans tous les collèges ou les lycées, qui est parfois un peu un mariage forcé, on va dire. Bon, il faut peut-être le faire d'une certaine manière au niveau politique. Mais je pense qu'il y a un grand rapprochement à faire entre la lusophonie au sens large et la francophonie. À Paris, bon, on est une ville universelle, on peut avoir accès au portugais, mais je pense à d'autres grandes villes en France où finalement on ne sait pas trop ce que c'est que le Portugal, les Portugais. On a des images d'Épinal des fois qui sont complètement fausses. Alors certaines personnes vont partir à Lisbonne, mais c'est un aspect du Portugal. Le Portugal est bien plus vaste que ça. Donc je pense qu'il y a vraiment un rapprochement culturel à faire. Il y a des saisons portugaises, des années croisées, mais au niveau de la langue, le gouvernement français doit prendre conscience que le portugais est une langue importante et qu'il doit être beaucoup plus enseigné dans les écoles. Moi, j'aimerais faire apprendre du portugais à mes enfants, mais pour trouver un collège aujourd'hui où le portugais est enseigné, même en région parisienne, c'est très compliqué. Et ça, c'est pas normal, eu égard au poids de la langue et au nombre de franco-portugais qu'il peut y avoir ici. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez poser des questions? Il y a aussi ce moment de partage avec vous, si vous voulez. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation, Carlos Pereira, et mille félicitations à l'auteur. Alors, je suis émue puisque je retrouve Vanessa Pigna. Nous étions rencontrés le 12 décembre 2022 à l'occasion d'une soutenance de thèse d'une de mes amies qui est grecque et qui a publié un livre très joli, d'ailleurs le deuxième, je crois qu'elle le termine, sur la Grèce. Et voilà, saluer le travail de Cosmopole qui est très fin, vraiment très beau et il faut acheter des livres chez Cosmopole. Voilà. Alors je reviens sur ce mystère en fait, connaissant en tout cas ceux qui la connaissent, celles et ceux qui la connaissent et ceux qui vont connaître l'histoire du Portugal, ce mystère de rester toujours aussi discret vis-à-vis encore de l'Europe et du monde. Donc plusieurs raisons viennent d'être énoncées, mais c'est vrai que je suis toujours étonnée de la curiosité, de l'étonnement, de celles et ceux qui ont déjà pu y aller,
de la surprise, hein, au-delà des photos touristiques et de tout ce que nous vendent évidemment les agences de voyage, mais vraiment de la surprise et du bonheur de rencontrer le Portugal, les Portugais et les Portugaises. Ça, c'est partout où je vais. Alors, au-delà évidemment de celles et ceux qui sont nés de cette histoire, notamment évidemment de la vague migratoire puissante, de l'hémorragie migratoire pour le Portugal de la fin des années 60 dont je suis issue, puisque c'est mon père qui est parti clandestin à l'âge de 15 ans. Carlos, c'est presque pareil. Enfin, toute cette histoire a voilà, une présence en France remarquable. Et on parlait de l'enseignement du portugais. On est tous, c'est une anomalie. Pourquoi à un moment donné, cette décision qui a été évidemment une mauvaise décision, enfin mauvaise, pas pour l'Institut Cervantes ou l'enseignement de langue de l'espagnol en France, mais voilà, il y a eu un choix à un moment donné, et je pense que vis-à-vis de l'avenir, à l'époque en tout cas, et encore celui qu'on a à vivre, je crois qu'il y a une demande de toutes les générations de Portugais confondus et de ceux qui ne sont pas portugais en France, c'est d'apprendre le portugais. Et j'ai écrit au ministre de l'Éducation nationale fin juillet, j'ai reçu une réponse en septembre très décevante. Il me parle de l'Europe, de langue de l'Europe, Enfin, il ne cite même pas l'enseignement de la langue portugaise en France, et il me renvoie à la direction générale, à un directeur, un haut fonctionnaire. On va se parler d'ailleurs la semaine prochaine. Mais on a évidemment loupé quelque chose d'extrêmement important, étant donné évidemment aujourd'hui les 250 millions de locuteurs et les 350 certainement qu'on sera à l'avenir, et la prospective est exacte là-dessus. Et en plus, vous venez de le dire, Carlos en a donné une approche, mais c'est la richesse historique, artistique, littéraire, poétique, et c'est vrai que ça reste toujours aussi méconnu. Moi, je suis une grande lectrice de Manuel Allègre, qui est un grand résistant toujours vivant, a une œuvre extraordinaire. Et on a en français Babylone. Voilà, on a deux œuvres qui sont très très importantes, de 65 et 67, Le chant et les armes et place de la chanson, mais c'est les éditions Segers, donc je crois que c'est Lafon qui a récupéré. Je les ai contactés, on va essayer de rééditer ça voilà, pour les 50 ans de l'avènement de la démocratie, de la révolution des œillets. Mais on a en fait sur de très grands auteurs du XXe pas de traduction en langue française, alors qu'elles existent en anglais, en allemand, en roumain. Moi je découvre Manuel Allègre en roumain. Bon, voilà, des universitaires qui ont décidé de s'attacher à son œuvre. Il y a d'autres auteurs du XXe siècle. Donc on a encore un chemin à parcourir. J'y participe avec la plus grande passion possible. Et d'ailleurs, c'est le aller et venir justement très présent dans les poèmes de Manuel Allègre sur l'essence d'être portugais, ce que disait Fernando Pessoa, être tout. Et j'essaie d'expliquer à ceux qui sont restés au Portugal et qui ne sont pas sortis de la même manière que d'autres, qui nous sommes à l'extérieur, et dans l'héritage, dans la descendance et de ce que nous transmettons. Et quand je suis partout ailleurs, je fais passer aussi ce message. Et il est toujours très bien reçu. Alors très vite, sur l'hospitalité, la gentillesse, la bienveillance, c'est vrai. Moi, je suis même très bien traitée par l'extrême droite. C'est moi qui les traite pas bien. Mais il y a vraiment une façon d'être. Et dans mes deux expériences dans deux pays, c'est-à-dire j'ai quand même été formée à l'école française dans un PS qui allait très mal, très frustrée, et voilà, bon. Mais j'ai jamais été aussi bien traitée de ma vie, même quand on se dispute. Il y a quand même des codes, et je pense que c'est lié à cette façon d'être qui est quand même vraiment, je pense qu'on est quand même encore dans cet héritage peut-être biologique de la courtoisie. Malgré les esclandres permanentes du chef de l'extrême droite. Et n'empêche que les sondages, je dois le dire, sont quand même restés la même chose. On pense on est à 12-13, ça va rester... enfin, il a déjà pris quelques points. Et la dernière chose que je voulais dire, je ne sais plus, mais ce n'était pas un mensonge. Vous remercier. Je reviendrai peut-être avec une autre question après. Ah si, voilà, c'était ma question, évidemment. Puisque vous avez certainement lu quelques poètes et quelques écrivains, quel est votre préféré et pourquoi ? C'est une question difficile parce qu'il y en a plusieurs. Alors j'aime bien Torga, Miguel Torga. Voilà, j'aime bien avec son livre sur le Portugal, justement. On parle beaucoup du Minho, notamment. Il dit que le Minho, tout est vert là-bas, même le vin.
Voilà, c'est vrai, ou vigne ouverte et tout. J'aime bien ces descriptions poétiques. Alors oui, si j'avais à en retenir un, ça serait lui peut-être. Mais après, il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est celui qui me vient tout de suite à l'esprit. Donc vous avez gagné un très bon point, c'est Andrés Montano. Je voulais juste rajouter que Nathalie Oliveira est née en France, a fait de la politique en France, a été maire adjointe de Metz et est maintenant députée au Portugal. Alors elle vient le week-end chez elle à Metz, et elle passe par Paris pour être avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut intervenir, faire des commentaires? Combien de temps ça vous a pris pour faire ce livre? On s'était rencontrés au Festival international de géographie en 2019, je crois. Oui, voilà, Saint-Denis-des-Vosges, avant le Covid. Voilà. On s'était rencontrés avec Cosmopole. À l'époque, je présentais Lisbonne dans la ville musulmane. Et il y avait donc Vanessa avec Patrick Arfi, qui n'est pas là ce soir. Voilà, à la base, on voulait faire un livre sur notre pays qui est aussi cher à mon cœur, parce que par rapport à mes origines personnelles. Et puis, je me suis dit, non, on va le faire sur le Portugal, parce que sur le Portugal, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose... Puis j'étais dans une période de grand amour, c'est toujours le cas, avec le Portugal. Donc voilà, ma plume comme ça pouvait être alimentée. Donc ça, on a commencé à travailler dessus en 2020, ouais, après le Covid, en fait, plutôt. Ouais. Et bon, ça a pris... Oui, il y a eu plusieurs au début. Bon, j'étais parti dans autre chose. Et ensuite, oui, ça a pris une grosse année, si on prend... ouais, voilà. Une grosse année. Alors bon, moi je suis allé aussi au Portugal entre-temps. J'ai ramené de nouvelles idées, puisque je connaissais plutôt le sud et je suis allé plutôt au nord. Donc c'était parfait au niveau de la rédaction. Je garde quand même la dernière question, mais je vous repose la question. Est-ce qu'il y a des questions de votre part? Il y a des réactions? Ah, mais voilà, je savais que si j'insistais... Personnel. Donc, je suis arrivée en France il y a plus de 50 ans et la France m'a tout donné. Et simplement, pour vous faire comprendre, la gentillesse des Portugais, moi je l'ai vécu autrement. C'est-à-dire que à chaque fois que j'y retournais, il y avait une certaine animosité, pour pas dire plus, des locaux. Enfin, je viens du Nord. Enfin, et donc, c'est comme si on avait, nous, venus en France, et les autres, on était partis contre eux. Enfin, la richesse qu'on leur a apportée ensuite, ils ne l'ont pas acceptée. Et les maisons au Portugal, dans le Nord et ailleurs, on remarque de toute façon, toutes celles qui sont jolies, apprêtées, etc., c'est les Portugais qui sont revenus de l'étranger. Bon, c'est juste une anecdote. Voilà, et donc, venir ici à cette conférence, c'est en fait pour me réapproprier ce que je n'ai plus, ce que j'essaye d'avoir. Voilà. À mon âge, j'espère y arriver. Excusez-moi, c'est pas parce que je suis émue, mais c'est la voix. Voilà, c'est tout. Donc, juste une anecdote. Oui, mais ce que vous dites, ça se retrouve dans toutes les diasporas. C'est la culture de l'exil. On est un peu d'ici, un peu de là-bas, mais pas complètement d'ici, de là-bas. Et c'est pas facile. Et oui. Mais ça, on le retrouve dans tous les pays. Plus la jalousie de celui qui va rentrer avec une belle maison ou autre. C'est l'humanité, je dirais, comme ça. Et puis, le fait que ici, vous allez être portugaise, et au Portugal, peut-être vous allez être française. Voilà, il y a toujours... Mais souvent, on vous renvoie à vos origines, le pays, c'est pas facile. Mais en même temps, de cette souffrance, parfois, naît une culture hybride qui peut être intéressante. Voilà, j'étudie beaucoup les diasporas. En littérature, souvent, ça donne de très belles choses, même si c'est pas toujours facile à vivre tous les jours. Voilà. Une dernière question maintenant sur l'avenir. Alors, vous avez été inspiré
par Jean-Yves Lout. Alors lui, il a écrit sur tous les pays lusophones. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que l'éditeur est intéressé? Est-ce que c'est une piste pour vous ou vous vous arrêtez au Portugal? Alors, il y a toujours plein de choses à écrire sur le Portugal. J'ai des demandes pour écrire sur les Portugais en France, par exemple, les Portugais qui ont fait la France. J'ai des demandes assez récurrentes pour écrire là-dessus, on en avait parlé, mais il faudrait l'écrire avec un franco-portugais ou un portugais, à mon avis, c'est important. Et j'aimerais bien aller au Brésil. Voilà, d'ailleurs, il y a un très bon dictionnaire insolite sur le Brésil qui est sorti récemment chez Cosmopole, que je conseille, qui est vraiment remarquable. Et c'est vrai que le Brésil est un pays fascinant, un pays lusophone aussi, à travers toutes ces diasporas, tous ces métissages, un pays de contraste aussi. C'est pas toujours tout rose non plus. Donc voilà, j'aimerais bien faire quelque chose sur le Brésil, sur une diaspora en particulier, peut-être sur les poètes du Brésil. J'avais pensé à la diaspora libanaise, qui est très importante au Brésil, qui est plus importante qu'au Liban. Il y a Milton Hatoum notamment, qui est un poète d'origine libanaise, brésilien, de la région de Manaus, qui est assez remarquable. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est des projets que j'ai comme ça. Bon, pour l'instant, rien de concret, on verra par la suite. Donc voilà, on se donne donc rendez-vous pour la prochaine présentation ici même, si Gulbenkian veut bien, sur un autre livre. Merci beaucoup, en tout cas j'ai beaucoup aimé, c'était un plaisir pour moi et de lire le livre et de vous rencontrer et de partager ce moment avec vous et avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.